Petit rappel avant de commencer, AlioTalk est disponible sur Spotify et sur toutes les plateformes d'écoute. Qui c'est les plus forts? Évidemment, c'est les Verts. L'invité du jour était un réalisateur de documentaire et il est déjà passé sur AlioTalk, il y a quelques mois maintenant. Son documentaire Nous les avons tant aimés sort le 12 mai sur sa chaîne YouTube. L'objectif, rendre hommage à une époque, 50 ans après. Parce qu'il y a des équipes qui gagnent et des équipes dont on se souvient. And you know better football than me? No. So why you talking? Oui, la vie est entrée. Et c'est Rosso qui marque. Le but de la victoire, sans doute, par Rosso. Bienvenue à tous sur AlioTalk. Et bienvenue à toi Bruno. Comment tu vas? Ali, je suis ravi d'être là. Je vais très bien. Merci pour cette invitation. En plus, ouais, je suis venu te voir. Tu m'as invité il y a on va dire à peu près un an, je crois. À peu près, ouais. C'est Ça ça. passe vite. Et j'en ai gardé que des bons souvenirs. Donc quand tu m'as proposé de revenir pour ça, j'ai dit oui sans hésitation. Pareil, quand j'ai vu ta fameuse bande-annonce sur ta chaîne YouTube, je me suis dit, c'est une période que les abonnés ne connaissent pas, que moi-même je ne connais pas. Donc c'est vraiment un plaisir partagé de t'accueillir. Bah oui, parce que t'es né en quelle année? Moi, je suis né en 2000. Ouf. T'es né en 2000. Magnifique. En fait, ce film, il s'adresse aussi à toi et presque peut-être que à des gens comme toi. Parce que, évidemment, ça parle de mémoire, mais mon but, c'est évidemment, on va en reparler, j'imagine, mais c'est de m'adresser aux gens qui ont connu cette période, mais aussi aux gens qui, comme toi, ne l'ont pas connue et qui savent pas ce que ça représentait, en fait, cette épopée, ce qu'on a appelé cette épopée. Bien sûr. Et justement, pour toi, quel a été vraiment le déclencheur de faire ce film? Est-ce que c'est quelque chose qui te trotte dans ta tête depuis longtemps ou pas du tout? Alors, ça trotte dans ma tête depuis de très nombreuses années. D'accord. De très nombreuses années. Alors, il se trouve que quand j'ai vu qu'on allait fêter le cinquantenaire, je me suis dit, mais l'occasion est idéale, donc il faut attendre. Donc j'ai préféré attendre pour trouver les bons partenaires, le bon timing pour pouvoir sortir ça. Donc le 12 mai, pourquoi? Tu l'as rappelé très gentiment, ça sort sur ma chaîne, parce que le 12 mai, ça sera pile 50 ans. Et on fait de quoi 50 ans de cette fameuse finale à Glasgow, Saint-Étienne contre le Bayern. Hampden Park. Hampden Park, et avec cette fameuse défaite qui finalement, moi je considère, a été une des plus belles victoires du football français. Mais je vais t'en reparler. On va en parler plus en détail tout à l'heure. Exactement. Ouais. Donc, mais avant tout, je voulais te dire quelque chose, Ali. Je te félicite, je sais pas si tu as fait exprès, mais ta casquette est verte. Même si c'est une casquette de New York. Et donc là, respect. Être je vois que c'est important, bien sûr, bien sûr. Et donc, tu avais 10 ans à cet exploit. J'avais 10 ans parce Comment tu as vécu cette période, personnellement? Écoute, voilà, moi je suis né en 1966. D'accord. Et donc j'avais 10 ans. Et moi, je suis d'une famille où on est beaucoup. Et il se trouve que notre famille est un peu originaire de la région. Et on est dans un petit village de Haute-Loire qui s'appelle Tence. Et je dirais que c'est à 1 heure de Saint-Étienne. Donc nous, moi je passais toutes mes vacances et toute mon adolescence dans cette maison, avec mes frères. Et on a vibré, moi j'étais un des plus petits, mais on a vibré au rythme de ces vers-là. Tu sais, à 10 ans, t'es une éponge en fait. Oui. Tu prends tout et ça reste bien incrusté. Donc en fait, moi... Notamment grâce à ce qu'il y a à ta gauche. Ah oui, alors c'est marrant. Oui, je t'ai ramené ça. Alors je vais peut-être le montrer, tu vois. Voilà. Donc ça, très bien. Eh ben, c'est ce qu'on appelle un album Panini. Et l'album Panini, quand t'es gamin, bah, c'était le Graal, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait absolument que tu aies la vignette de tel et tel joueur. Et donc, bah, pour les plus anciens, ça reste mythique. Pour les plus jeunes, je pense qu'ils ont dû découvrir ça peut-être à la Coupe du Monde. Ouais. Mais l'album Panini, c'était le Graal. Et quand t'avais un album comme ça complet, autant te dire que tu pouvais jouer les cadors dans la cour de récré, quoi. Donc tout ça a conditionné mon envie, pour répondre à ta question, de faire ce film, parce que, ça me parle. C'est mon enfance, donc c'est ma Madeleine de Proust à moi. Quand j'entends la chanson de Monty, qui c'est les plus forts, évidemment c'est les Verts. Et ben autant te dire que j'ai la fameuse. Voilà le disque rapporté par Bruno gentiment. Voilà, ça c'est le 45 tours de Monty. Incroyable. Donc c'est d'époque, hein.
Ouais. Parce que je t'ai ramené pas mal d'objets de l'époque. On est entouré de verre là, c'est vraiment incroyable. C'est ça. Et tu m'as dit, est-ce que tu... Alors tous ces, je tiens à le dire, et puis on va en parler évidemment un peu plus longuement de lui, mais tout ça m'a été prêté aussi par Denis Chaumier. Bien sûr. Denis Chaumier, c'est lui qui a écrit ce livre. C'est un de ses plus récents livres. Voilà. Les Vers 76, qui est sorti il y a peu de temps. Et c'est ça qui a déclenché, si tu veux... Raconté par les joueurs eux-mêmes, c'est ça le principe du livre, ouais. Exactement. Ouais. Et en fait, comment est vraiment né ce documentaire ? C'est Denis qui m'a appelé, il m'a dit... alors tu sais, quand ça t'arrive, c'est très flatteur. Mais voilà, on se connaît pas, mais j'aimerais bien qu'on travaille ensemble. J'ai vu ce que vous aviez fait. J'ai ce projet-là. Il se trouve que moi, j'ai accès aux joueurs. Incroyable. Un cadeau. Ouais. Et donc, tu sais, moi, j'ai toujours cette formule de dire, quand on me dit, c'est quoi, qu'est-ce que t'attends après, et moi, je dis, je cherche ce qui m'attend. Et en fait, ce film, il m'attendait depuis longtemps, et Denis est arrivé avec cette proposition, et on travaille dessus depuis 1 an. Et malheureusement, on a rencontré pas mal d'obstacles. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est encore plus fort et que ça donne encore plus de valeur à ce film. On a rencontré des obstacles parce que pour faire un film, il faut pouvoir le financer. Et tu as plusieurs façons de financer un documentaire, mais la meilleure façon, c'est d'aller taper à la porte d'une chaîne, d'un diffuseur, et dire, voilà, j'ai ce projet et tout ça. Ce que j'ai fait. J'ai tapé à la porte de Canal+, et j'ai tapé à la porte de France Télévisions. Voilà. En me disant... ça reste aussi pour la France Télévisions, c'est une mission de service public. Bon, Canal m'ont dit c'est super, mais c'est pas assez foot. France Télévisions m'ont dit c'est formidable, mais en fait c'est trop foot. Parce que ce projet, et je pense que tu as dû le deviner avec cette bande-annonce que j'ai postée. En fait, ce projet, évidemment, ça raconte l'épopée de cette équipe extraordinaire des Verts de Saint-Étienne. 74, 75, 76. Mais moi, ce que je trouvais hyper intéressant, c'est de ne pas faire un documentaire sportif. D'accord. D'ailleurs, j'aime pas cette étiquette documentaire sportif. Ça veut pas dire grand-chose. Donc moi, ce qui m'intéresse c'est comme dans tout le travail que je peux faire depuis des années, c'est les hommes avant tout. Oui, le côté humain, bien sûr. Il y a que ça qui m'intéresse. D'accord. Donc je me suis dit, voilà une équipe qui a marqué son époque, qui a marqué l'histoire du foot et l'histoire du sport français. Mais ce qui est intéressant, et pour l'avoir un peu vécu, même si j'avais 10 ans, c'est tout un contexte économique et social. Et parmi les images d'archives que tu as pu revoir pour faire ce film, est-ce qu'il y en a une sur laquelle tu t'es arrêté et tu t'es dit, c'est vraiment pour ça que je fais ce film ? Est-ce qu'il y a un moment ? Alors, en fait, il y a plusieurs moments, parce que en recherchant effectivement dans les archives de l'INA, je suis tombé sur des témoignages extrêmement émouvants de Stéphanois, qui à l'époque raconte un contexte qui est extrêmement difficile. D'accord. Ce qui est important, je vais essayer de le dire avec mes mots à moi, parce que moi, si tu veux, je suis pas historien. Donc en fait, c'est le cœur qui parle. Mais ce que je peux te dire sur le contexte de l'époque, dans les débuts des années 70, en fait, on sort d'une crise. En fait, on rentre dans une crise, pardon, et on sort... industriel, sidérurgique, métallurgique. Bien sûr. On sort de ce qu'on appelle les 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses, c'est les 30 années qu'ont suivi la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, on arrive jusqu'en 1973 où tu as un gros choc pétrolier. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais qui dit choc pétrolier dit grosse crise économique. Et donc, la production en France se réduit et donc chômage. À Saint-Étienne, la ville est frappée de plein fouet par ce chômage, mais aussi par toute une crise, un déclin industriel qui fait que, en fait, la région de Saint-Étienne, c'est une région minière, ouvrière. Donc en fait, il me semble que la dernière mine de Saint-Étienne a fermé en 74. Je crois que c'est ça, le puits Couriot. Je dis pas de bêtises. Oui. Et donc en fait, si tu veux, tu as tout un bassin minier qui commence à péricliter. Et des gens qui se disent, mais qui ont plus de travail. On essaye de faire ce qu'on appelle la reconversion, c'est-à-dire on dit aux mineurs, vous inquiétez pas, en fait, on va vous reconvertir dans des boîtes. Et tout ça, ça n'a pas marché.
Et donc, taux de chômage énorme. Ça, c'est le contexte. Et tout d'un coup, tu as une équipe, on va revenir dans le détail, qui commence à gagner. Ouais. Mais qui commence à gagner très sérieusement. Parce que en 75, à la fin de l'année 75, Saint-Étienne, les Verts gagnent leur premier doublé. Championnat de France, Coupe de France. Ouais, j'ai en tête le fameux but de Jean-Michel Arquet en finale de Coupe de France. Je crois que c'était de mémoire, contre Lens, il me semble. Et alors ça, c'est toi qui dis, je pourrais pas te le dire, Ouais, tu je vois. vais vérifier là, j'avais noté l'information, mais en tout cas, un beau but, une sorte de retourné acrobatique en dehors de C'est la ça. surface. Donc voilà. Et parce que on parlait d'images qui étaient marquantes dans les archives, je peux aussi témoigner par rapport à ce que j'ai vu ces derniers jours, en replongeant dans l'époque. Alors il y a 2 images, moi, qui me sont restées. C'est d'abord les larmes de Jean-Michel Larquet après l'élimination contre le Bayern en 75 de Coupe d'Europe. Donc, Tu l'as vu cette image-là? je l'ai vu. C'est Il incroyable. rentre, Sur toute l'aéroport. l'équipe rentre sur l'aéroport et il se fait interviewer. Et là, il pleure. C'est ça. Donc, j'ai trouvé ça fort. Et puis, une image du JT de TF1 le jour de la finale avec un journal télévisé qui commence avec un filtre vert. Ça, c'est Yves Morosi qui présente à l'époque ça. Incroyable. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que La ça veut France dire. était verte. Exactement. Donc, tu vois, c'est des images pour lesquelles, justement, à mon avis, tu peux te dire, Non, mais c'est ça. comprenons ce qui s'est passé dans les années 70. D'autant que l'image à laquelle tu fais référence, la deuxième, Ouais. c'est vraiment l'éclosion de la télévision en couleur. Donc en fait, c'est pour ça aussi que c'est fort. Tu vois, c'est Bien Yves sûr. Morosi qui était un peu un électron libre Mm. et qui avait eu l'idée de faire ça. C'était très osé à l'époque et ça a marqué. Je crois qu'il y a plus de 2 minutes avec un filtre vert. Bien sûr. Tu vois Ouais, je suis tombé sur ça, j'ai halluciné. Extraordinaire. Incroyable. Une idée simple, tu vois, mais C'est tellement ça. marquante. Bon, pour rentrer dans l'histoire de cette équipe, on va procéder par étapes. Grosso modo, on va faire un maillot, des hommes, un stade, des remontadas et enfin une finale. Est-ce que ça te va comme programme? Mais moi, t'es chez toi, Ali. Moi, je fais ce que tu veux. On va commencer par le maillot pour aller dans l'ordre symbolique des choses. Super. Et ça tombe bien, t'en as rapporté 2. Alors, j'ai rapporté 2 maillots. Alors ça, c'est le premier maillot. Non, et c'est pas celui-là que je voulais te montrer en premier. Je te parlais du championnat, le premier doublé en 75. Ouais. Ça, c'est le maillot du championnat Mhm. avec 2 sponsors. Mythique, devenu mythique. Donc le Coq Sportif, Mhm. un équipementier, et Manu France, parce que Manu France, c'est extrêmement important. Je ne sais pas si c'est le bon moment pour en parler, mais je pense Bien que sûr, oui. oui. Donc Manu France, je sais pas si les plus jeunes ne connaissent peut-être pas, c'était emblématique de la région. Manu France, c'est ce qu'on appelait l'ancienne manufacture d'armes et de cycles de Saint-Étienne. Mhm. Parce que à Saint-Étienne, on faisait de la passementerie, c'est-à-dire de la confection d'accessoires de mode et de décoration avec du fil et du ruban. Ça, c'est une première chose. Donc, tu avais l'aspect des mines, le charbon, et Manu France. Mhm. Manu France, qui était vraiment le fer de lance de l'activité. Impacté aussi par la crise économique qui commençait. Donc, ils ont même fermé plus tard. Ouais. Donc, eux, ils sont devenus sponsors principal Donc, le maillot, ça, c'est totalement mythique. Ouais, parlons du verre aussi, qui, je crois, est l'héritier de la marque Casino. C'est ça. Qui Et- a été, au début, le propriétaire du club par Guichard, la famille Guichard. Geoffroy Guichard, ouais. C'est ça. Et ils ont appelé ça casino parce que quand ils ont commencé, ils se sont installés, c'était sur les vestiges d'un casino. D'accord. Ok. Les idées Ouais, les plus simples c'est sont ça. souvent les meilleures. Alors, je te montre un deuxième maillot. Pour ceux qui se demandent pourquoi il y a le fameux bleu, blanc, rouge sur les bords du maillot, j'ai appris que c'était octroyé au club champion de France, la saison suivant leur sacre. Donc voilà, ne soyez pas surpris, et ça a disparu après. D'ailleurs, je vais mettre au montage un petit extrait où Didier Roustan en parle, beaucoup Super. plus précisément que moi. Bleu, blanc, rouge, parce que quand tu étais champion de France, ouais. donc tu avais droit effectivement au bleu, blanc, rouge. Manu France, ça c'est le maillot de Mercadier en fait, qui Ouais. était un défenseur. À l'époque, on n'avait que 2 remplaçants. Mercadier et Repellini l'étaient le plus souvent, il n'y avait pas un deuxième gardien remplaçant.
Donc c'est le maillot de la grande époque des Verts. Nos supporters sont venus de loin. Qui c'est les plus forts? C'est les Verts. C'est les Voilà. Verts, exactement. Il est magnifique. Ouais, il est vraiment beau, très très hein, beau. ouais. Il est très très beau. Je te montre un deuxième maillot. Alors ça, c'est totalement mythique. Voilà, ce Incroyable. maillot-là. Donc on a encore quand même le tricolore, Ouais. le blanc-rouge. Et là, c'est brodé. Ça, c'était à l'occasion des 30 ans de Glasgow 76. C'est une copie Une conforme, réédition, ouais. Ok. une réédition du maillot de la finale. Incroyable. Et comme tu vois, sur le maillot de la finale, pas de Manu France, pas de coq sportif, parce que c'était interdit en UEFA. Oui, bien sûr. Voilà. J'en profite. Tu vois, c'est Alain Spie. Je vais te montrer autre chose. Parce que je suis venu avec quelque chose. T'es venu chargé de bonnes choses, j'adore. Exactement. Et alors ça, c'est un cadeau que je te fais. Oh, C'est un cadeau que je te fais. incroyable. Ça, c'est un maillot absolument collector. Voilà. Donc, on récupère Manu France. Il n'y a plus le coq sportif. Mais surtout, il y a une broderie. Le nom du documentaire. C'est le nom du film. Donc, c'est un cadeau pour toi. Et donc, ça vient directement de Manu France. Hein. Parce que, évidemment, on est allé contacter Manu France pour voir Si c'était faisable, ouais. si c'était faisable. Et donc, ça, c'est totalement collector. Et ça, j'en profite. En fait, c'est ce qu'on va faire gagner aux contributeurs qui vont participer au financement de ce film via Ulule, parce qu'on a lancé une campagne de financement participatif. La cagnotte sera en ligne. Et je vous invite vraiment à aider le film parce que le projet est beau. Et si vous voulez ce maillot incroyable, c'est l'occasion. C'est ça. Et tu vois, le film sort dans 2 jours. Ouais. Et notre campagne s'arrête dans 2 jours. Et si on ne boucle pas cette cagnotte, le film ne peut pas sortir. Donc c'est pour les images d'archives qui font la force du film aussi. En fait, c'est ça. Ouais. Cet argent, donc tu vois, on a demandé 40 000 €. C'est pour payer ces images d'archives parce que le film fait 90 minutes. D'accord. On va peut-être revenir en détail sur ce que c'est vraiment le film, mais on a retrouvé évidemment les anciens joueurs et puis tout un tas d'autres témoins de l'époque. Mais il doit y avoir plus d'une 30aine de minutes de films d'archives inédites aussi pour la plupart. D'accord. Donc en fait, si tu veux, c'est un voilà, voilà pourquoi on a lancé cette cagnotte parce que moi je peux pas les sortir de ma poche. Bien sûr. J'ai pas les moyens. Non, mais évidemment. Et donc on a. Et aussi, ce qui fait la force du film, c'est que c'est peut-être le dernier documentaire avec la parole de ses acteurs. 50 ans après, J'en suis persuadé. on n'est pas éternel. Donc, On n'est pas c'est éternel. une chance en or. On n'est pas éternel sauf dans le cœur, mais on va pas fêter les 55 ans, on va pas fêter les 60 ans, ça n'a pas de sens. Ali, pour te remercier de ton invitation, je t'offre ce maillot Merci beaucoup. avec le Ça me titre, touche avec beaucoup. le titre du film. Incroyable. Voilà, c'est totalement Merci collector. beaucoup. Ça me met dans de très bonnes conditions pour Pour la suite. pour la suite, parce qu'on va parler de ce qui toi t'intéresse, les hommes, Exactement. Avec un grand H, hein. avec un grand H. Et tu sais quoi, pour en oublier aucun, j'ai imprimé tout simplement la photo de l'effectif complet de Saint-Etienne. Il n'y a pas le staff technique, mais il y a les joueurs. Donc, je vais lire les noms, tout simplement, comme ça on n'en oublie aucun. Ivan Kurkovic, sans oublier les gardiens remplaçants Essa Dugalic et Jean Castaneda, devenu grand gardien de l'équipe de France ensuite. Christian Lopez, Osvaldo Piazza, Gérard Janvion, Gérard Farison, Pierre Repellini, Alain Mercadier, Dominique Battenet, Jean-Michel Larquet, Jacques Santini, Christian Sinagel, Félix Lacuesta, Jean-François Larios, Dominique Vézir, Hervé Révelli, Patrick Révelli son frère, Dominique Rocheteau, Jean-Marc Cher, Christian Sarra, Magna, Yves Triantafilos et Hugues Bourri. Voilà, ça fait... Alors, ça, tu as pris, c'est quelle année? Ça, c'est l'année 76. Ok, parce que l'année précédente, tu as un joueur absolument mythique qui faisait partie de cette équipe et qui est parti pour Marseille, D'accord. qui s'appelait Georges Beretta, Ah qui oui, était le buteur évidemment. et qui normalement aurait dû être le capitaine à Glasgow. Hmm. Voilà, et finalement il a laissé sa place Jean-Michel à Jean-Michel Larquet. Incroyable. Mais Georges Beretta, faut pas l'oublier, un joueur extraordinaire, un buteur. Ouais, tu fais bien de le mentionner. Et est-ce que tu avais un chouchou quand tu étais jeune? C'était qui ton joueur préféré parmi ces- Je vais pas te mentir du tout, je te dis tout de suite Rocheteau. Voilà, Ça se comprend. un artiste,
magique, quoi. Alors, Rocheteau, en fait, on le surnommait l'ange vert. Il aimait pas beaucoup ça. On va revenir à Rocheteau plus tard parce que D'accord. son destin est très intéressant, humainement et dramatiquement et tragiquement. Bien sûr. On va y revenir, mais ok, Rocheteau, comme à peu près Bah oui, tous les jeunes de la hein. génération. Non, mais Tu sais, quand t'as totalement 10 ans, compréhensible. Tu sais quoi, Rocheteau, quand je vois les images aujourd'hui de ce qu'il était, il dégage une aura. Tu vois, quand tu le vois bouger, quand tu le vois célébrer, il avait une sorte de flegme, c'est ça. un peu très intérieur comme mec. Donc c'est Fou- quelque chose Fou de musique, très mélomane, très mélomane. comme Robert Herbin. Comme l'entraîneur. Robert Herbin, transition parfaite, Robert Herbin. Et j'avoue que chaque fois que je me trouve sur le banc de touche, je suis assez partagé et j'ai souvent très envie de jouer. Mais enfin, nous avons un effectif assez important. Je crois qu'il se compose de 16 ou 18 joueurs. Et dans ces conditions, je ne vois pas l'opportunité de prendre la place d'un jeune qui, lui, a tout son avenir devant lui. On n'en parle pas assez, mais il avait 33 ans quand 33 ans quand il reprend les rênes de Saint-Etienne. Lui, ex-grand joueur du club, arrivé en 72. De ce que tu as pu voir, écouter, entendre, monter, comment il a fait pour construire un vestiaire aussi soudé? Alors, c'est Robert Herbin, c'est la pièce maîtresse, en fait. Après, tu peux pas le dissocier, mais j'en reviendrai un peu plus tard. Il formait un trio on va dire dans le staff de dirigeants, qui était le président Roger Rocher, Bien sûr. donc Robert Herbin l'entraîneur, mais aussi un troisième personnage qui s'appelle Pierre Garonner. Ah, le fameux analyse vidéo, c'est ça? Non. Pierre Garonner, c'était le recruteur. Ces hommes-là, avec l'impulsion de Roger Rocher, qui était le président, c'était des visionnaires. Et Robert Herbin, ex-joueur, a pris à la demande de Roger Rocher le poste d'entraîneur à Saint-Etienne, et il est arrivé avec des méthodes totalement révolutionnaires. Il se trouve que Robert Herbin, lui, son dada, c'était l'Ajax d'Amsterdam. Donc Cruyff. Donc le football total. Football total, tout le monde sait ce que c'est, mais je le rappelle, un 4-3-3, ça attaque sur les Bien ailes, des milieux et des défenseurs. Il faut rappeler aussi que l'Ajax était le meilleur club d'Europe à l'époque, qui sort de 3 Ligues des Champions d'affilée. 3 Ligues des etc. Champions, 71, 72, 73, Ouais. et la finale de la Coupe du Monde en 74. Donc, qui perdent, mais la finale. Oui, bien sûr. Donc, t'imagines le club. Et ça, Herbin, c'est son modèle. Mm. Donc, en fait, il arrive quand il prend ses fonctions et il bouscule tout le monde et il dit, les gars, super, on est en gros dans le top, on est au top de la pyramide du football français. En gagnant le championnat et tout ça, les Coupes de France. Mais si on veut passer à l'international, moi, je vous propose un truc. En gros, vous allez en chier, quoi. C'est-à-dire que il a commencé à installer des séances d'entraînement. Les fameux piquets, j'ai vu ça. Non, mais vous allez voir les images d'archives. C'est impressionnant. C'est-à-dire que, et surtout ceux qui témoignent, j'ai un témoignage de Jacques Santini. Ouais. Jacques Santini, donc ex-vert de 76, mais pas que, mais ex-vert de... Qui a disputé la finale après la blessure de Sinagel, je crois. Ouais. Voilà, et c'est lui qui met cette fameuse tête sur les poteaux carrés à la finale. Absolument. Et donc Jacques Santini raconte que ces entraînements-là, ils étaient tellement pas préparés à ça, ils étaient tellement intenses, ces entraînements, tellement physiques, que le matin, donc après l'entraînement du matin, ils rentraient chez eux, ils se couchaient. Ils se couchaient, ils étaient KO, ils avaient des cuisses comme ça. Le problème, c'est que à 15h, il fallait remettre ça. Donc en fait, il les a essorés, mais l'exploit, le vrai truc, c'est que tout le monde a dit oui, en fait. Et tout le monde a compris que Herbin était un visionnaire. Parce qu'il me semble qu'il participait lui-même aux séances d'entraînement, Mais bien sûr. Ce qui fait la force aussi du type. Ouais. Et il y a une image qui m'a marqué aussi, c'est... Tu dois l'avoir en tête forcément, c'est avant un match contre les Rangers, il organise une séance d'entraînement axée sur le jeu de tête. Et j'ai jamais vu ça. Il jouait 5 contre 5 avec que du jeu, avec ça. les mains et la tête. Et ça, ils se sont tous ouverts à l'arcade et tout. Je trouvais ça incroyable. C'est ça. En fait, c'est exactement à l'image de ce que faisait Herbin. Donc, il est arrivé aussi avec des programmes de musculation. Il y a eu la mise en place des fameux trajets en avion. Parce que le avant, jour même, ouais. Oui, c'est-à-dire qu'avant, les gars restaient sur place et tu perdais une énergie folle pour retourner, tu vois. Donc, les trajets. Ensuite, il y a eu
tout le staff médical qui a été revu. Donc, un médecin à plein temps, tu sais, ça a l'air de rien, mais aujourd'hui, c'est évidemment, enfin, c'est une surprise pour personne. Ça n'existait pas à l'époque. Un médecin à plein temps, des kinés, salle de massage, sauna. Donc, en fait, on pourrait considérer que c'est le début du monde pro, en fait. Ouais. C'est le début du foot pro Saint-Étienne. Donc, voilà. Concernant Herbin, il faisait évidemment l'unanimité. Certains disaient que c'était un taiseux, un gars froid. Je vous invite à regarder ce film. Il a beaucoup d'humour, de ce que j'ai vu. Très pince sans rire, très à l'anglaise, tu vois. Ouais. Beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour. Et tu verras que les joueurs, les anciens qui témoignent sur Herbin, il y avait du respect, de l'admiration. Ouais. Et surtout, c'était tout sauf un un triste, quoi. Voilà. Oui, il aimait beaucoup les paris. De ce que T'es ok, t'es bien informé. Bien sûr. Ce vestiaire, c'est aussi un mélange. Ce que j'ai trouvé fort, c'est que c'est des fils d'ouvriers, c'est 2 joueurs étrangers qui sont Kurkovic et Osvaldo Piazza. C'est aussi les Marie-Louise, on les appelle comme ça, les anciens joueurs qui avaient gagné la Coupe Gambardella 70 et qui réintègrent l'effectif. Comment ça a créé une osmose humaine, selon toi? En fait, c'est vraiment... c'est un petit miracle. Parce que sur le papier, c'était pas évident. La première chose à dire là sur cette équipe, c'est que c'est un mélange savant, jeune et cadre, et les anciens. Ouais. Donc, quand tu l'as dit, ceux qui ont gagné la Gambardella, donc ils sont tout jeunes, en 70. C'était des stagiaires, quoi. Enfin, c'est des stagiaires, incroyable. exactement. Ouais. Ils ont signé leur contrat pro plus tard. Déjà sur l'équipe en tant que cadre, tu avais des gens comme Hervé Revelli, Larquet, donc Beretta à l'époque. Si tu veux, c'était des gens qui étaient installés et qui ont vu arriver ces jeunes. Mais plutôt que se dire oh là là, on est en danger, le miracle a opéré, c'est-à-dire que il y a eu une osmose, ce savant mélange, mais c'est dû aussi à la politique de formation de Saint-Étienne de l'époque. Ouais. Parce que le centre de formation, il me semble que quasiment tous les joueurs, sauf évidemment Osvaldo Piazza et Ivan Kurkovic et Gérard Janvion, étaient issus du centre de formation. Non, je te dis une bêtise, Gérard Janvion a intégré le centre de formation. D'accord. Bien sûr, parce que j'ai des images incroyables où on voit Gérard Janvion dans une petite chambre qui donne sur Geoffroy Guichard. Okay. Donc il était stagiaire lui aussi, comme Rocheteau. Et tous ces gens-là... Gérard Janvion qui était très jeune cette saison-là, il avait 21 19 ans ouais, okay. quand il est arrivé. Quand il est arrivé, ouais. Donc tu vois, il y a eu ça. Et puis il y a une deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est que ils venaient tous de régions complètement différentes. Et c'est pour ça qu'on a dit, et c'est pour ça, tu vois, en fait, moi j'ai appelé mon film « Nous les avons tant aimés ». Je leur ai posé aussi tous la question, mais pourquoi on vous aime autant encore 50 ans après? Et en fait, ces joueurs qui venaient de régions différentes représentaient la France. C'est aussi bête que ça. Donc tu avais Larquet qui était de Pau, Sinaïgol qui était un ch'ti, Christian Lopez qui était un pied noir d'Oran. Tu avais les frères Revelli qui venaient du côté de Marseille. Bref, ils représentaient tous Santini qui venait de Sochaux, Franche-Comté. Et donc, ce qui fait qu'ils avaient tous leurs supporters. Et plus ils gagnaient, et plus en fait, c'était des gens... À Geoffroy Guichard, tu avais des gens qui venaient dehors sur le parking, tu avais des plaques d'immatriculation de toute la France. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent que cette équipe, c'était l'équipe stéphanoise, mais pour beaucoup de gens, c'était l'équipe de France. Parce qu'il faut rappeler une chose ultra importante. En 74, donc la France ne participe pas à la Coupe du Monde. Mais le sport français et le foot français, totalement moribond. Il n'y a aucun résultat. Donc en fait, le foot, autant te dire qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est pas considéré, voilà. Et ce sont eux, nos Verts là, qui vont... Oui, la France se cherchait une identité footballistique à l'époque. C'est ce que j'ai pu c'est ça, il y a un mélange de ça, et comme je te le disais tout à l'heure, ce contexte ouvrier, cette France ouvrière qui peinait, tout d'un coup, ces Verts-là représentaient l'espoir. Donc tu vois, c'est ce mixte qui fait que cette équipe, elle a porté tout ça avec elle, quoi. Et les 2 joueurs étrangers,
Ivan Kurkovic et Osvaldo Piazza, qu'est-ce qu'ils ont apporté pour toi? Parce que hier, j'ai appelé mon père et je lui ai demandé bêtement quel joueur t'a le plus marqué de cette épopée de Saint-Etienne, et il m'a répondu Osvaldo Piazza. Ah oui. Parce que il m'a mentionné ses fameux pectoraux, son allure, sa touffe. Donc, je te laisse. Osvaldo Piazza, en fait, lui aussi a été recruté par le fameux Pierre Garonner dont je t'ai parlé. Ouais. Comme Curco, Il allait le chercher où? en Argentine. Buenos Aires. Ça devait pas courir Non, mais, les rues, les transferts de ce type. en fait, je te dis, c'était révolutionnaire, en fait. Ouais. Donc, en Argentine, il y avait beaucoup de joueurs, mais encore, il fallait trouver le bon. Ouais. Donc, en fait, Garonner le débusque et le fait venir à Saint-Étienne, quoi. Donc, Osvaldo Piazza, pectoraux en avant, les cheveux longs, avait la particularité, donc c'était un arrière, mais c'était un défenseur qui avait la particularité d'attaquer. Ouais. Donc en fait, c'était un défenseur central alors il y avait un libéro qui était Lopez, et lui, en fait, pouvait, rappelle-toi ce que je te disais sur l'Ajax, tout d'un coup, les défenseurs pouvaient aller à l'attaque, quoi. Ouais. Donc, cheveux au Je crois vent. qu'il a mis 4 buts cette saison-là. C'est pas mal pour un défenseur. C'est dément. Ouais. Et puis surtout, très généreux. Dans le vestiaire, c'était le bout en train. C'est lui qui est Charismatique. extrêmement charismatique. Tu parles de charisme. Je crois que Ivan Kurkovic avait encore plus de charisme. D'accord. Parce que lui, c'était l'autorité naturelle. C'était le patron. Le vrai patron. Alors, tu avais Larquet qui était le capitaine. Mhm. Mais le vrai patron, naturellement, c'était Kurkovic. Donc, le gardien. Quand Kurkovic est arrivé à Saint-Etienne, tu me demandais ce qu'il a apporté. Il a apporté une chose fondamentale. Il a demandé à Robert Herbin, de faire des entraînements spécifiques gardiens. Ah, c'était pas courant. Ça n'existait pas. Ok. Donc le spécifique gardien, tu verras les images d'archives. Le Curco, quand il sort de ça, il est rincé. C'est-à-dire, c'est Herbin qui lui fait les frappes. Après, c'est devenu mythique. Je crois même, à vérifier, mais je crois même que Kurkovic est devenu entraîneur des gardiens spécifiques sous l'ère Hidalgo en équipe de France. Donc autant te dire ce qu'il a apporté. Et puis après, il a été décisif à la demi-finale en 76 contre Eindhoven, puisque les Verts avaient gagné 1-0 à Geoffroy, Guichard. Et quand ils sont allés aux Pays-Bas, à Eindhoven, Curco a tout arrêté. Voilà. Donc il a fait un arrêt comparé à celui de Gordon Banks. Je l'ai revu pour l'épisode sur Corner, quand il arrête vraiment sur la ligne. Le Grand Saint-Etienne, c'est aussi un énorme stade. Un stade qui mythique. concentre tous les mythes. Geoffroy Guichard. Je voudrais qu'on revienne sur l'origine du mot chaudron. Alors, c'est simple. De ce que j'en sais moi, le terme chaudron est arrivé après le match contre Split. Ouais, en 74. En 74. Et ça a été la première remontada. Et c'est ça qui a été... En fait, si tu veux, c'est ça qui a fait la bascule. Donc, en fait, à l'aller, les Verts perdent 4-1 à Split en Yougoslavie. Et match retour à Geoffroy Guichard, où ils ont gagné 5-1. C'est à partir de là que, dans la presse, le mot chaudron est arrivé. C'est-à-dire que il faut se rendre compte que le chaudron, enfin le Geoffroy Guichard, est au milieu de la ville, et qu'à l'époque, il y avait 2 énormes cheminées. Je crois que la boîte, c'était Creusot-Loire, de cheminées où, si tu veux, pendant les matchs et les entraînements, ça fumait. Donc on a souvent dit que Saint-Étienne était la ville noire. C'est à cause de ça. C'est à cause de la mine, du charbon, les mineurs qui avaient la gueule noire quand ils sortaient. Je crois que Rocher, c'était un ancien mineur, le président de Saint-Étienne. En fait, c'est ça. Ouais. En fait, c'est son père qui avait dit à Roger Rocher, si un jour tu veux diriger les hommes, il faut que tu descendes dans la mine, parce qu'il y a un homme du cru. Rocher. Et je crois qu'il a fait plusieurs années au fond de la mine pour comprendre. Donc le terme chaudron est venu de là, en fait. C'est qu'il y avait une telle ambiance. Donc en fait, tu avais ce décor
de cheminées qui fument, d'une ville noire, une Tellement ferveur, mythique. mais un stade à l'anglaise. Ouais. Un stade à Les l'anglaise. tribunes très proches de la pelouse, ouais. Exactement. Et avec cette ferveur, les grillages, les fameux grillages qui on se demande encore comment ils ont tenu, cette remontada, ils perdent 4-1 à l'aller et ils en mettent 5 au retour devant leur public. On va la comparer juste tout à l'heure à une autre remontada pour savoir laquelle est la plus marquante. Petit En tout cas, petit celle-ci, dilemme. celle-ci, elle est marquante parce que c'est un point de bascule. En fait. Ouais, bien sûr. C'est là où les gens se disent, oh là, et même les joueurs se sont dit, oh là, c'est peut-être le début de quelque chose. Oui, c'est ça. Et puis, il y a un détail qui m'a profondément surpris et en même temps intéressé, c'est que à Geoffroy Guichard, sur le panneau d'affichage, j'avais écrit le score de Saint-Étienne et à droite, il y avait écrit visiteur. Tout à fait. Donc ça, j'ai trouvé ça tellement cruel pour l'adversaire. Vous n'êtes pas chez vous, vous visitez, vous partez. Ça, c'est Ça, l'impact psychologique. Hein. C'est un détail, tu vois, mais... Mais tout détail a son Parce importance. qu'en plus, il y a un record incroyable. Mais bien 106 sûr. matchs. 106 matchs sans défaite. Alors, je crois que c'est 109. 109, ok. Moi, j'ai trouvé 106, mais... C'est le capitaine On Marquet qui vérifiera. m'a dit 109. Ok. Il en parle dans le film et il dit, en fait, ils s'en rendaient même plus compte. C'est-à-dire qu'ils sont restés invaincus 109 matchs C'est-à-dire 3 ans. à presque. domicile. C'est un truc de C'est malade. dément. Ouais. Mais ça, c'était aussi le 12e homme Oui, qui était le public. Hein. incroyable. Donc, tu avais un stade, une équipe et un public. Hmm. Enfin, Petit parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui. Je sais pas si tu as pu parler de ce que devient Saint-Étienne de nos jours aux témoins du film. En Ligue 2, et oui, Saint-Étienne est en Ligue 2 et se rapproche de la Ligue 1. Je sais pas quand l'épisode sortira, s'ils seront 3e ou 2e, ça se joue entre les deux. Le Chaudron fait encore 30 000 spectateurs de moyenne, même en Ligue 2. Qu'est-ce que devient Saint-Étienne aujourd'hui en termes de ferveur populaire? mais c'est la même. Mais c'est la même. Ok. Et pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que quand tu viens au Chaudron, je t'assure que sur le parking, tu vois encore des plaques d'immatriculation de la France entière. C'est un mystère. C'est un mystère. Je pense aussi, tu vois, je te mens pas. Tu vois, je te mens pas du tout. En fait, Cette passion-là, elle s'est pas essoufflée malgré la Ligue 2. mais jamais. Ok. Jamais. Après, tu sais, moi, je vois 3 clubs comme ça dans le monde. Je vois Lens, qui a un peu pour les mêmes raisons. Évidemment, région très aussi minière, ouvrière. Ouais. Et je vois Liverpool, Ok. qui ont eu des stades comme ça, tu vois. En fait, je pense aussi qu'il y a cet héritage de cette fameuse épopée qui est là. Mhm. Alors aujourd'hui, et je peux le comprendre, j'ai souvent entendu ça dans les discussions que j'ai pu avoir avec le club d'aujourd'hui. Bruno, super, le projet super, les Verts 76 super, mais on aimerait, voilà, maintenant il faut passer à autre chose. Ouais. Ok, je suis d'accord, il faut pas être passéiste, mais moi j'ai un principe clair, c'est toujours mieux de savoir d'où tu viens pour savoir où tu vas, en fait. Et aujourd'hui, il y a toute une génération, il y a des générations qui ont peut-être jamais entendu. Peut-être que toi, avec ce que tu fais aujourd'hui, tu vas donner la possibilité à des plus jeunes de découvrir des choses, d'apprendre des choses. Ouais. Ça serait- Je suis sûr que ce documentaire va porter chance à Saint-Étienne pour revenir en Ligue 1. Ça, Inch'Allah. c'est le sens de l'histoire. C'est le sens de l'histoire. Ça serait incroyable en tout Ça cas. serait incroyable. Ouais. Va savoir. Pas savoir. Avant de passer plus en détail à la finale, on va revenir sur les 2 remontadas que j'ai évoquées tout à l'heure. Quelle a été la remontada la plus marquante dans l'imaginaire collectif? Ah non, je pense que c'est Kiev. Kiev quand même. Oui, bah déjà parce qu'il y a aussi des images Ok. et que c'était retransmis. Et puis, comme tu dis, tu avais donc le Ballon d'Or, tu avais bloqué. Alors, Blokin. Il faut savoir qu'à l'époque, le Dynamo de Kiev, c'était pas l'Ukraine qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Ouais. C'était l'Union soviétique. Hein. C'est vachement important. Donc en fait, le match aller, les Verts perdent 2-0 là-bas. Faut Ah, repréciser les conditions de ce match, ouais. C'est ça, à Simferopol, je crois. Ouais, en Crimée, ouais, exactement. Et pourquoi ils ont fait ça en Crimée et non pas là-bas? Parce que les conditions météo étaient dantesques. Voilà. Et quand tu vois celles de Crimée, elles sont déjà extrêmement difficiles. Mais surtout que, je sais pas si tu sais,
Mais ils ont été obligés d'enlever la neige avec des réacteurs d'avion. Ouais. Ils ont été obligés de chasser la Ouais, neige. pendant avec que les joueurs étaient dans les vestiaires, ouais. Voilà. Là, alors les joueurs sont arrivés dans des conditions pas possibles. Ils ont été logés dans un hôtel où les lits étaient trop petits. Donc tout était fait pour que, ben voilà. Et puis la fameuse historiette des hymnes nationaux qui sont cantonnés avant le début du match. Ah oui, alors ça, en vas-y, Coupe dis-moi, d'Europe. raconte-moi ça, parce que ça, là, tu vas m'apprendre un truc. Bah, en fait, juste avant le début du match, dans les conditions qu'on a expliquées, les avions posés sur les camions et tout, ce qui se faisait pas. T'as l'hymne national français et l'hymne national soviétique En même temps. qui sont Non. chantés. Non, juste Ah, qui sont qui sont chantés chantés, en Ligue des d'accord. Champions. Ah, oui, oui, comme oui. si c'était deux pays qui s'affrontaient. Ah, oui, Du oui. coup, là, t'as des images des joueurs qui comprennent pas ce qui se passe. Vraiment, Ah, ouais, ouais. Ah, bah, c'était tu vois, tu m'apprends l'incompréhension. ça. Et puis, il y avait 1500 Stéphanois dans le stade. Bien sûr. Incroyable. Bien sûr. Donc, tu vois, les conditions étaient dantesques, ils perdent 0. Mais, c'est ce que me racontent aussi les anciens, hein, ils me racontent qu'en fait, ils étaient contents de n'avoir perdu que 2-0, parce qu'ils auraient pu en prendre 4 ou 5. Ouais. Donc, tu vois, ils reviennent au pays avec genre 2 buts de retard. Et donc, l'année précédente, Je crois que Robert Herbin est confiant qu'il y aura une remontada. Ouais, à l'époque. Et tous me disent qu'ils sont conscients de ça. Tous me disent, dans le film, qu'ils savaient, il y avait aucun doute. Mm. Non, mais c'est dément. Ouais. Bon, il y avait ce phénomène du chaudron aussi, hein. Mm. Donc là, la remontada, elle est juste. Oh là là, le but de Rocheteau sur l'exploit de Révelli, vraiment, c'est... Donc ça, c'est le dernier but. Ouais, le troisième. Ah, ça, c'est le troisième. En prolongation. À 8 minutes de la fin. Alors que Rocheteau est crampé. Exactement. Incroyable. Il en peut plus, il est perclus de machin. Il demande à sortir, et Herbin refuse. Ouais. Il le laisse sur le terrain, et il marque avec un débordement sur l'aile droite de Patrick Revelli, Ouais. qui arrive à déborder juste, et voilà, au dernier moment, il centre, et Rocheteau marque. Bon, ça, c'est mythique, hein. Ouais, je crois que ce soir-là, on dit à Rocheteau, ça sera plus jamais pareil, mon gars, pour toi, pour ta carrière. Alors ça, c'était un petit peu plus tôt, en fait. D'accord. Ouais. Parce que Rocheteau, Dominique de son prénom, alors voilà, Ouais. j'avais ramené ça aussi. Bon, il est sur la couverture de Football Voilà. 77 aussi. Donc, si tu veux, c'est devenu, je vais te raconter comment, c'est devenu la star française avant Platini et puis après Zidane. Ouais. Parce que c'était la même ampleur, en fait. Tu avais l'équivalent en Angleterre qui était George Best Ouais. à Manchester United. Bah, d'ailleurs, sa coupe fait penser à ce style de joueur. Bah, tu parles de la coupe, en fait, on est post-68. Mhm. Les années 70, c'était très rock'n'roll. Ouais. Et lui, il est totalement atypique, ce joueur. Donc, c'est quelqu'un qui venait de Charente-Maritime. Et il a été recruté par toujours le même Pierre Garonner. Ouais. Donc, il est stagiaire au club. Et puis, en 74, il est prêt. Il démontre déjà des choses incroyables. Opération du genou. Wow. Il joue pas pendant 6 mois. Donc, sa saison est foutue. Ok. Donc, tu le vois pas en 74, ou très peu. Donc, il ronge son frein. Il est le Lui- moral descend. Lui qui est de nature très réservée en termes de caractère, ouais. Ah oui, c'est quelqu'un de très discret, Ouais. très humble, très modeste. Et ça aussi, c'est important de dire que c'est un peu le cas un peu du reste du groupe. Et pourquoi ça a autant fité avec la ville, c'est que tous ces joueurs incarnaient les valeurs de Saint-Étienne. Le travail, parce qu'ils bossaient comme des fous, l'humilité et la solidarité. Donc tu vois, aujourd'hui, ça peut être des mots qui sont vains, mais pour moi, c'est important de faire passer ce message-là à travers le film. C'est qu'aujourd'hui, dans le foot, c'est moins évident, Ouais. tu vois. Bien Et sûr. eux avaient ça. Donc travail, humilité, solidarité. Et Collectif. collectif. Grosse individualité, Mm. gros talent, mais collectif. C'est hyper important. Rocheteau, en 75, bah, il arrive, il est frais, tu vois. Et puis il a envie, hein. Il a Ouais. faim. Il est encore jeune, il a 21 ans, c'est ça? Ouais, ouais, je sais plus, il est. Et puis là, voilà, il commence à rentrer dans le championnat. Et puis il fait très mal. Et je crois, me semble-t-il, que c'est contre le KB Copenhague, le premier tour de la Ah oui, bien sûr. Ouais. C'est là où il marque. Et c'est là où il fait des dégâts. D'accord. Et après, surtout,
contre les Glasgow Rangers en 76, au début de l'épopée européenne 76. Bon, là, il en met 2, quoi. Ouais. Et alors là, en 2 mois, hein, il passe de, pas un inconnu, mais stagiaire, il est titulaire en équipe de France. Donc en 2 mois, il devient la restar. Il devient en même temps une sorte de sex symbole ou pas du tout? Non, pas de symbole, mais une icône un peu rock, quoi. Tu vois son look. Ok. Tu vois, pas sex symbole. Il a jamais été ça, ok. Non. Ok. En revanche, il incarne un vrai truc, quoi. D'accord. Tu vois. Et comme je te disais, c'était un fan de musique. J'ai retrouvé des photos où il fait de la guitare, de la batterie. Il écoute ses vinyles. On est là-dedans, tu vois. Donc c'est une équipe de mélomanes au fond. Bah ouais. Et, Robert Herbin. c'est ça. Robert Herbin, il était fou de musique. Lui, c'était plus la musique classique. Ouais, parce qu'il était fils de chef d'orchestre, je crois, non? Ou de musicien? Je sais pas si c'est musicien, mais pas chef d'orchestre. Ouais, musicien. À l'Opéra de Nice, je crois. Et oui, mais ce personnage de Rocheteau a aussi une dimension tragique sur laquelle je voulais revenir dans le cadre de cette épopée. Parce que c'est le mec qui joue pas la finale. Et dans les conditions... Il la joue? Non, il est pas titulaire, pardon. Il joue 8 minutes. Ouais, mais c'est ça. sa blessure juste avant et tout. En fait, il a une blessure qui l'empêche d'être titulaire. Ouais. C'est horrible. C'est horrible. Parce que c'est la finale de la... Il faut se rappeler que c'est la Coupe d'Europe des clubs champions, c'est l'ancêtre de la Champions League, hein. Ouais, bien sûr. Non, t'imagines? Oui, bien sûr. Non, mais pour que tout le monde soit... C'est la reine des compétitions, de toute façon. Voilà. Donc, tu joues la finale. Contre le grand Bayern. Et voilà. Et en fait, tu peux pas la jouer parce que t'es blessé. Et il me semble qu'il y a un truc très bizarre que j'ai trouvé par rapport à ça, c'est qu'il se blesse 1 mois avant la finale. Mais le truc, c'est que au lieu de récupérer à Saint-Etienne, il s'en va 3 semaines en province pour récupérer. Et Saint-Etienne comprend pas trop ce choix, il se fait critiquer par rapport à ça, et il revient au dernier moment, et du coup, il est trop court pour récupérer. Donc, sa gestion aussi de sa blessure. Attends, c'est beaucoup plus que moi. Non, mais ça, c'est un détail que j'ai trouvé. Rocheteau n'a pas... Enfin, s'il était resté à Saint-Etienne, il aurait été prêt pour la finale. Ça, c'est fou. C'est que... Je sais pas. Il est allé récupérer lui-même, sans médecin. On peut refaire l'histoire comme ça, je sais pas. Je sais pas. C'est possible, hein. Ouais. Mais je crois qu'il regrette de pas avoir préparé comme ça sa blessure. Enfin... ça, je peux pas parler à sa place. Je sais pas. Ok. En revanche, je sais que cette finale, il avait envie de la jouer et qu'il rentre et que ce qu'il fait, je crois qu'il est rentré 10 minutes, non? Ouais, 8 minutes, ça. je crois. Oui. Pouvait laisser penser que s'il était rentré plus tôt, il aurait pu faire la diff. Ouais, il fait une très bonne entrée, ouais. Et puis, on l'a pas dit, mais il y a eu un son dédié à Rocheteau par le même chanteur. Voilà, je t'ai apporté ça. Ça, c'est toujours grâce à Denis Chaumier qui est. Merci Denis, hein, si tu nous écoutes, en tout cas, pour toutes ces archives. Et c'est un son fait par Monty. Et Monty, c'est lui qui a fait le fameux. Mais j'imagine que tu vas peut-être le passer. On va en parler tout à l'heure, on va le passer. Ouais. Allez, les Verts. 1 mois sépare la qualification en finale de Saint-Etienne de la finale elle-même. Pendant ce mois, la France entière s'excite autour de cette équipe. Mais il y a quelque chose que je trouve intéressant. C'est que j'avais l'impression qu'avant même que la finale se joue, il y avait une sorte d'idéalisation, de surmédiatisation, d'instrumentalisation des joueurs. Est-ce que, à ton avis, ça a porté préjudice? Oh, est-ce que ça a porté préjudice? Je sais pas, mais c'est sûr que tout le monde s'est emparé de ce phénomène. Ouais. Il y a quelque chose qui est marquant, c'est que c'est l'image de marque qui a changé de la ville à partir du moment où on est rentré dans ces phases finales. La ville noire est devenue ville verte. Avec même de la promotion du tourisme vert, c'est-à-dire que maintenant les gens restaient plus longtemps à Saint-Etienne. C'est-à-dire que parfois ils venaient pour le match, mais là ils venaient 1 jour avant, ils restaient 2 jours après. Il y avait certains restos qui sont devenus connus aussi. Exactement. Et les 3 gros, non? Ah non, les 3 gros, c'est à Roanne, c'est des frères 3 gros. Ah d'accord, les frères 3. Okay. Ouais, c'est à Roanne, c'est pas loin, mais mais ça c'est pour autre chose, ça c'est pour la qualité de leur cuisine. Très bon restaurant d'ailleurs, étoilé. Ah oui. Les frères 3 gros à Roanne. Donc Saint-Etienne devient une ville verte. Saint-Etienne devient une ville verte.
Et c'est toute une économie qui se relance. Mais ça va, il y a plus de monde dans la ville, donc plus de gens qui prennent le taxi. Et puis après, tu as des gens qui fabriquent des bretelles. Ils en ont vendu tellement, les bretelles. Mais c'est démentiel. Il y a toute une économie, si tu veux, qui a commencé à... Des produits dérivés, des gadgets, même le club. Alors, je suis obligé de parler d'une personne qu'on est allé interroger dans notre film. Les gens vont l'adorer. Il s'appelle Alex Mahinck. Il a 88 ans. Ok. Et c'est le premier vidéaste du club. Et il est toujours vidéaste. À 88 ans, il filme les matchs. D'accord. Pour le club. Le club a été le premier club à filmer ses matchs. Pour une raison simple, pour faire du travail vidéo. Ouais. Ça ne se faisait pas. Quand je te parlais des innovations de l'époque, d'Herbin et de Roger Rocher, le président, et de Pierre Garonner, en fait, ils ont mis en place ce système-là. Et Roger Rocher a acheté une caméra, il savait pas s'en servir, et il a demandé à un gars qui était là, il a publié un article dans la presse, et il y a un gars qui est arrivé en disant, mais moi, en fait, je fais des films de famille, mais ça peut peut-être le faire. On a retrouvé Alex Mahinck, il a 88 ans. Tu verrais le personnage, je l'adore. Il est extraordinaire. Et donc, il raconte tout ça. Donc, en fait, c'est toute une économie. Incroyable, ok. Qui a commencé à vraiment retrouver des couleurs, sans jeu de mots. Voilà. Et donc, la ville est portée par ça. Et là, on a la fameuse une après la qualification de Saint-Etienne. Exactement. En finale. Alors, je la montre ici, là, c'est ça ? Ouais, tu peux la montrer. Tu la montreras. Ouais. Donc, en gros, c'est fait Saint-Etienne à Glasgow avec le Bayern. Tu te rends compte ? Donc, le Bayern qui avait éliminé les Verts en demi l'année précédente. Donc, bien sûr. Il y avait un air de revanche, tu vois ? Donc, avec les larmes de Jean-Michel Arquet dont on parlait au début. Exactement. Ok. Et parlons un peu de comment tu as intégré la dramaturgie de cette finale dans ton film. Parce que, bon, on sait tous que Saint-Etienne a été considéré comme un perdant magnifique après cette défaite 1-0 face au Bayern. Il y a le fameux mythe des poteaux carrés, dont j'ai le roman ici de Laurent Seyer. Est-ce qu'il faut peut-être en parler des poteaux carrés, non ? Ouais, il faut parler un peu de tout ça. Ah oui, parce que sinon, il y a plein de gens qui vont pas savoir de quoi on parle. Qui vont pas comprendre, ouais. Bon, pour faire court, disons-le, Saint-Etienne a touché le montant à 2 reprises. 2 fois. Un tiers Bayern. de Dominique Battenet et une tête de Jacques Santini. C'est ça. Il se trouve qu'à l'époque, les poteaux, et vous qui aimez le foot, vous voyez bien qu'aujourd'hui, les poteaux sont ronds, ou en tout cas... cylindrés. Cylindrés, ouais. Exactement. À l'époque, ils étaient carrés. Donc, il y a toute une légende qui est née autour de ça, en disant, en fait, les Verts ont perdu à cause des poteaux carrés. Donc, autant te dire... moi, je trouve que ça reste de l'ordre du mythe, puisque tous les anciens qui nous en parlent disent tous, sont unanimes, ils disent, mais ça c'est une excuse facile. Non. Poteau carré ou poteau rentrant, non. Mais déjà, on le saura jamais. C'est le fameux commentateur qui a lâché ça 12 secondes après la barre. Ouais. Et exactement. Tout ça, c'est sorti d'un truc de la presse. Voilà. Ouais. Et aucun des joueurs ne se réfugie là-dessus pour, si tu veux, protéger leur match. Alors, tous pensent qu'ils ont fait un très bon match. Mais ils n'ont pas fait un match exceptionnel. En fait, c'est ça. Et donc, ils arrivent un peu en bout de course, ils sont fatigués. Et effectivement, ça touche à 2 fois la barre. Mais ils ont perdu. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai trouvé une archive de Jacques Chaban-Delmas, Premier ministre à l'époque, qui a dit un truc de dingue avant le match. Il a dit « ça sera du 50-50 et ça se jouera sur un coup de pied réussi qui passe sous la barre plutôt que de taper la barre. » Il a dit ça avant le match. Ouais, tu vois. Peut-être que ça va, il avait peut-être des infos qu'on n'avait pas. Mais c'est incroyable, plus tu creuses, plus tu trouves un truc qui rajoute de la... Non, mais en fait, ça fait partie de la légende. Ouais, c'est ça. C'est vraiment légendaire. Donc, en fait, ce qui est extraordinaire là-dedans, tu parlais de perdants magnifiques, c'est un peu comme Poulidor à l'époque, on avait en France, on avait des champions cyclistes, Anquetil qui gagnait tout, et Poulidor qui était toujours 2e. Et en fait, la France, en gros, en majorité, préférait Poulidor aux gagnants, en fait. Et ça, c'est un truc assez français. On adore les perdants tant qu'ils sont dans la superbe. Et donc, c'est un syndrome français, ça. Ouais. C'est pour ça que c'est pas étonnant
Et tu parlais de récupération politique, enfin en tout cas de récupération. Ouais. Le lendemain de cette défaite, ils sont invités à défiler sur les Champs-Élysées. Ouais. C'est-à-dire que on fait défiler sur les Champs-Élysées une équipe qui a perdu. Et ils sont accueillis par Valéry Giscard d'Estaing à l'Élysée. Donc le président de la République de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, Ouais. les accueille. Mais là aussi, et d'ailleurs c'est marrant, ils en parlent, hein, tu verras dans le film, ils disent mais en fait nous on s'est fait trimballer, on n'a rien demandé à personne. Nous ce qu'on attendait, on n'attendait qu'une chose, c'était de revenir à Saint-Étienne et célébrer la communion avec notre public. Mais on s'est retrouvé sur les Champs-Élysées, sur des R5 décapotables, et en fait c'était des pions, tu vois. Eux, Mais parce qu'ils portaient en eux une certaine idée de la France, une France travailleuse, Mais bien sûr. etc. bien sûr. Ouais. Non mais l'image elle est incroyable. Ouais. Mais c'est tout le paradoxe. Et en fait c'est pour ça que c'est beau. C'est Ouais. que c'est une équipe qui perd, mais qui est là et qui défile quand même. Et c'est la France qui est là. C'est-à-dire qu'on est à Paris, on n'est pas à Saint-Étienne. Donc tu as des Parisiens, mais toute la France est là. Là il y a des images. La télévision est là pour faire des images. Donc en fait ça a fait le tour du monde. Enfin quasiment, tu vois. Ouais. Mais oui, c'est une défaite. J'appellerais ça une défaite victorieuse, quoi. Mais du coup, j'ai une question un peu provocatrice. Tu penses que cette équipe, si elle avait gagné la finale, est-ce qu'elle aurait été aussi mythique? J'ai l'impression que la défaite a ajouté quelque chose encore. Alors, C'est un peu formulé bizarrement, mais je comprends là où tu veux aller. Moi, je te garantis que si la France, tu vois, ça parle. c'est révélateur. C'est très révélateur. Si Saint-Étienne avait gagné la finale, je te garantis que ça serait encore plus mythique. Hein. D'accord. Ah oui, tu peux être sûr. Ouais, parce que tu sais, il y a en comparaison la finale perdue par les Pays-Bas en 74. Ouais. Je sais pas, le fait qu'une si belle équipe perde en finale, ça fait que tu t'en souviens. Ça rend le truc même encore plus. C'est difficile à Alors exprimer. regarde, je vais aller dans ton Encore sens. plus cruel. En fait, ça transforme un conte de fées en une tragédie encore plus forte, tu vois. Je comprends. Et en fait, ce que tu appelles tragédie, en fait, c'est la dramaturgie. La dramaturgie. Tu as raison. Mais regarde, en 98, si la France perd contre le Brésil en finale, eh ben, est-ce que tu t'en souviens ou alors là, qu'est-ce qui est marquant? C'est et 1, et 2, et 3-0. Donc Non, c'est la vrai, victoire. c'est parce que la France n'a pas brillé par son jeu Ah oui, ça, c'est spécifiquement. encore autre chose. Ouais. C'est autre chose. Ouais. Alors que les Pays-Bas en 74, c'est leur jeu que tu retiens. On s'en Bah, fout du évidemment, titre. c'est le football total. Ouais. C'est Ouais, c'est Cruyff, c'est bien sûr. C'est autre chose, ouais. Ok. Et toi, dans les témoignages que tu as pu mener avec les anciens joueurs, tu sens un profond regret de ne pas avoir gagné cette finale? De la déception. De la déception. C'est le mot qui revient tout le temps. Parce qu'il y a eu des larmes. D'ailleurs, j'ai été très étonné, puisqu'avec Denis Chaumier, alors au début de ce podcast, tu disais que c'était un historien. Il est surtout, c'est un ancien journaliste. Ok. Voilà, ok. ancien rédacteur en chef de l'équipe Ok. et de France Football, très impliqué dans le Ballon d'Or. Donc autant te dire que le foot, il connaît. La génération Gérard Regnet, c'est tout. Qui a été rédacteur en chef de France Football, peut-être. Parce qu'on l'a eu au podcast, c'est pour ça que je le mentionne. C'est ça, mais il a écrit plusieurs ouvrages, tu vois, sur les Verts. Et je t'ai ramené ça. Oui, aussi. bien sûr, bien sûr. Et donc, il y a tu vois, ce genre de livre. Voilà. Et est-ce que j'ai parlé du livre tout à l'heure des Verts 76, oui. Oui, celui-là, d'ailleurs, on vous le fait gagner. Parce que Ah bah tiens, eh ben, je te le on donne. va le faire gagner aux abonnés, si ça te Je dérange t'ai dit pas. que je te le donnais. Ouais, tu me le donnes, du coup je le redonne aux abonnés. Bon, pour gagner ce livre, il suffit de commenter vers 76. Voilà. Exactement. En Donc commentaire. ça, c'est un ouvrage extraordinaire. Donc si j'ai bien compris, c'est les joueurs qui... Bah qui regarde, racontent. si tu l'ouvres un tout petit peu et que tu regarderas, oui, c'est ça. Les C'est- joueurs racontent leur légende. Voilà. Et Écrit Denis par a Denis fait un Chaumier travail avec formidable. des- Il y a des photos extraordinaires. Magnifique. Et je rappelle que ce livre, voilà, là tu as un exemplaire et donc je t'en fais cadeau. Enfin, j'en fais cadeau à tes Donc voilà, auditeurs. vers 76 en commentaire, si vous voulez le gagner. C'est ça. Et ce livre, je rappelle aussi qu'il est à gagner pour les contributeurs de cette fameuse campagne D'accord. Ulule et qu'on a lancée, la cagnotte. En plus du maillot collector. Alors, en plus du maillot collector, il y a des casquettes, Ok. des maillots collector. Il y aura ce livre dédicacé, des photos uniques dédicacées par les joueurs. Wow. Donc il y a beaucoup de choses, mais c'est le principe d'une campagne Bien de sûr. financement De toute participatif. façon, ce film, comme tu l'as dit dans ton teaser, il appartient à tout le monde.
C'est ça, ce qui est beau. Il appartient à tout le monde et il se doit d'être partagé. C'est ça. Moi, c'est comme ça que je fais des films. C'est pas pour moi en fait. Et voilà. Et c'est pour ça que Bien tu sûr. vois. En fait, je suis encore plus content de le faire sur YouTube ce film que si par exemple il avait été fait sur Canal. Canal, c'est des abonnés, c'est du péage. Ouais. Ce film, et je pense qu'il est d'utilité publique. Il faut que la mémoire se transmette. Donc, alors pardon, je me suis peut-être un peu égaré. Non, J'étais en pas- train pas de du parler tout, de quoi pas Je du sais tout. plus. Pas du tout. Je voulais revenir sur le montage de ce film. Ah oui. Comment tu l'as imaginé? Comment tu as intégré cette finale? Parce que tu disais que tu étais plus focalisé sur les hommes que sur les exploits Exactement. sportifs, donc je voulais revenir sur ça. Exactement. Ce montage, en fait, je suis rentré dans un truc complètement dingue, mais en même temps, j'aime bien ça. Ok. C'est comme ça que je fonctionne. Moi, voilà, j'ai besoin de ces moteurs-là, tu vois, c'est de l'adrénaline. Je fonctionne comme ça. Je l'ai commencé il y a même pas 15 jours. Le montage. Ok. Ouais. C'est un 90 minutes. Bon, il se trouve qu'avant, comme je t'ai dit que ça faisait 1 an que j'étais sur ce projet, ça fait 1 an que j'ai récupéré toutes les images de Lina, il y a longtemps. Donc, Ok. j'avais déjà ma structure. Mais il me manquait les témoignages, les derniers témoignages. Et dans les témoignages que j'ai, je peux les citer. Tu Bien as sûr. Capitaine Larquet, donc Jean-Michel Larquet, Christian Saramagna, le pied gauche magnifique de Saint-Étienne, les frères Revelli, Mhm. Patrick et Hervé. Hervé, qui parle très peu, et Jacques Santini. Ça, c'est les 5 joueurs qu'on a. Après, on est allé voir les opposants, les adversaires de cette équipe de l'époque dans le championnat. Donc, il y avait Nantes, donc avec Maxime Bossis, qui a été un grand joueur de l'équipe de France. Pareil pour Alain Giresse, qui lui était à Bordeaux. Bordeaux, ouais. Et donc, il témoigne de la difficulté. C'est intéressant De- d'avoir recueilli les témoignages C'est ça. des joueurs d'en face. Ouais. Et des joueurs d'en face qui t'expliquent, en gros, il n'y avait pas de rivalité. Ouais. Parce qu'ils étaient trop forts, en fait. Tu vois? Il y a ça. Et puis, on est allé voir aussi quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Thierry Ray. Thierry Ray, il a été champion du monde de judo en 79. Et puis après, il est devenu champion olympique. Et puis après, il a eu beaucoup d'autres titres. Mais en 79, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir son point de vue sur qu'est-ce que c'était que le sport français à l'époque. D'accord. Et son analyse est hyper intéressante. Et puis après, on est allé voir Philippe Gastal, qui est le conservateur du Musée des Verts, parce qu'aujourd'hui, j'invite tous ceux qui sont de passage à Saint-Étienne, d'aller au Musée des Verts, parce qu'au Musée des Verts, je crois que c'est un des premiers musées dans un stade de football, c'est à Geoffroy Guichard. Et alors là, tu peux avoir... Il y a les poteaux carrés. C'est ce que j'allais dire, il y a les poteaux carrés qui ont été récupérés il y a quelques années. Il y a les poteaux carrés. Incroyable. Donc c'est très émouvant. Et donc on a Philippe Gastal qui lui est la mémoire vivante de ce club, qui raconte plein de choses. Et le dernier, je t'en ai parlé, c'est le fameux Alex Mahinck, qui est un personnage extraordinaire. Ok. Donc comment j'ai appréhendé ce montage? J'avais déjà ma structure, et en fait ce qui guide le récit, c'est l'émotion. Voilà. Donc je me refusais de faire on va vous raconter la chronologie. Non, en fait tout ça est un peu croisé, même si évidemment j'ai gardé la finale pour la fin. Voilà. Et j'ai été très surpris de l'émotion qui s'est dégagée 50 ans après. Et sans dévoiler, on l'a un petit peu dans la bande-annonce, Jacques Santini Bien verse sûr. quelques larmes. Je l'ai vu à la fin, ouais. Crois-moi qu'elles sont pas feintes. Non, ça se voit. Enfin, Et il y en a un autre, mais moi ça m'a vraiment touché. C'est Jean-Michel Larquet qui lui vraiment, vous verrez. Ok. Ouais, mais vraiment fond en larmes, comme j'ai rarement vu quelqu'un comme ça. Wow. Et ça m'a énormément touché. Ok. Voilà. On va passer à une série de questions pêle-mêle pour finir. Ok. Premièrement, où tu places Saint-Étienne dans le classement des plus grands clubs français de l'histoire? Mais en numéro 1. Ali, c'est quoi cette question? Donc, Je suis sérieux. au-dessus du PSG. Mais évidemment. Mais il n'y a même pas photo. Mais le Saint-Étienne, c'est le club d'un peuple, c'est pas le club d'un pays. Quel est le pays dont tu fais référence? Non. Auquel tu fais référence. Ok. Le but qui t'a le plus marqué de Saint-Étienne des années 70?
Je crois que c'est le 3e but contre Kiev, c'est Rocheteau. Hein. Ouais, je crois que c'est celui-là le plus fort en fait. C'est celui qui libère tout un stade. On rappelle le but de Rocheteau sur un beau débordement de Patrick Révelli. Exactement. Et c'est le but qui qualifie Pour la finale. en prolongation. Ouais. Ouais, c'est le plus beau. Et puis c'est Rocheteau. Le joueur que tu aurais bien voulu voir jouer dans cette équipe de Saint-Etienne, il peut appartenir à n'importe quelle époque. T'en choisis un. Johan Cruyff. Ok. Ah bah oui. T'imagines Cruyff dans cette équipe? Ouais, alors moi évidemment, hein, je suis de l'ancienne école, mais Cruyff, voilà. Alors ce qui est génial et au cours du montage, je m'en suis aperçu, c'est que cette équipe, à chaque fois, elle a affronté des équipes avec des vrais hommes qui incarnaient l'adversaire. Tu vois, Blokin à Kiev. Beckenbauer en finale. C'est ça. Mais Beckenbauer, pour moi, quand j'avais 10 ans, moi donc, j'avais Cruyff et le Kaiser, parce qu'on l'appelait le Kaiser, le meilleur défenseur du monde. Et donc en fait, ouais, non, sans hésiter, Cruyff à Saint-Étienne. Ah, wow. Incroyable. À côté de Rocheteau, là. Mais oui. Magnifique. Le joueur de cette génération le plus sous-estimé. Ah. On a la liste là. Non, je vais même pas la regarder, je vais te dire de mémoire. Le plus sous-estimé. Ah, c'est intéressant. J'hésite entre Christian Saramagna. D'accord. Ouais. Ouais. Je crois que c'est lui le plus sous-estimé. C'est un gaucher, un ailier, c'est ça. Magnifique. J'ai l'impression, mais redonne-moi la liste. Mais je crois qu'il était fragile physiquement, il se blessait beaucoup. C'est ça, en fait, c'est ça. Ouais. Et en fait, c'est ça. Les autres, non, ils avaient leur Triantafylos aussi. C'est lui qui a marqué 2 buts à Split ouais, en 74. Non, je dirais Christian Saramena qui était vraiment, mais à cause de ses blessures. Ouais. Il n'a pas eu, je pense, la carrière qu'il aurait mérité. Question un peu difficile, ou pas du tout. Ou pas du tout. Ou pas du tout. Ouais, dis-moi. Ça dépend. D'abord, je vais mettre un son que je suis sûr les gens ne connaissent pas forcément. Alors, je te donne le choix entre ce son, I Will Survive de Gloria Gaynor pour la Coupe du Monde 98 et Ramener la coupe à la maison de VG Dream. Lequel est le plus mythique? Et tu trouves que c'est une question difficile? Ali, si tu l'as pas encore compris, ça pour moi, j'avais 10 ans. Et donc c'est pavlovien. Ça veut dire que dès que je l'entends, tu vois, on est allé tourner au Chaudron pour le film. Ok. Et maintenant il y a un restaurant. C'est extraordinaire, je vous conseille de le faire, c'est ouvert au public, et le restaurant donne sur le stade. Et le jour où on y était, on est allé déjeuner là, on était avec Christian Saramagna et Philippe Gastal, le conservateur du musée, et je te jure, ça m'a vraiment pris aux tripes, ils fêtaient un anniversaire, et leur truc, c'est quand ils fêtent un anniversaire, en fait, ils arrivent avec les bougies et un gâteau, et ce son-là, très fort dans le restaurant, tu vois. Wow. Ça faisait longtemps que je l'avais pas entendu. Ok. Je te jure, ça m'a mis des poils. J'ai dit putain, tu sais, c'est un truc c'est un réflexe en fait. C'est mes 10 ans, le gamin. Je dis putain. Donc, Allez les Verts de Jacques Monti, vendu à 4 millions d'exemplaires, chanson numéro 1 pendant 10 mois en France, sorti une semaine avant la finale. Tiens, regarde, tu te rappelles ce que je t'ai ramené Ouais, le disque, pardon. Tu vois, c'est ça. Voilà, Allez les Verts. Si vous l'avez pas encore écouté, allez-y, c'est sur YouTube, diffusé par Lina, je crois. Incroyable. C'est ça. Désolé, c'est pour ta question difficile. Non, mais je sais pas si, par exemple, dans 50, 60 ans, le Ramener la coupe à la maison de VG Dream aura un tel impact. Il faudrait étudier. Peut-être un peu moins que I Will Survive. Ouais, I Will Survive, c'est pas mal. Ouais. Là, c'est bien. Ouais, c'est associé à l'équipe de France. Saint-Etienne est aujourd'hui l'une des villes les plus décriées de France par les jeunes. Quand il y a les sondages, quelle est la pire ville de France, on répond souvent Saint-Etienne. C'est pas pour te déplaire. Et pourquoi? Est-ce que ce documentaire, c'est aussi une façon de dire que cette ville a existé autrement? Mais bien sûr. Ok. Et qu'elle existe toujours. Mais c'est tout le propos enfin, c'est ce que j'ai essayé de dérouler au travers Parce que tu vois, le président Rocher, dans les années 70, il disait souvent que Lyon
a toujours été la banlieue de Saint-Étienne. Tu vois? Alors qu'aujourd'hui, on pourrait croire l'inverse. Dans la logique de l'histoire. Oui, non, mais ça évidemment, c'est un discours de supporter, ça. Oui. Bien sûr. Écoute, moi, mon sang est vert. Que je peux pas te dire autrement. Donc, Ouais, bien sûr. tu vois. T'as raison. Aujourd'hui, Saint-Étienne jouit encore d'une image Très qui n'est pas à la hauteur de. Oui. Carrément. Mais replongez-vous sur les racines. C'est toujours pareil. Regardez d'où vous venez. Évidemment, voilà. Moi, j'adore cette région. J'aime cette ville. Voilà. Je suis jamais allé, mais j'irai. Tu me donnes envie de visiter Vas-y, l'histoire, allez. d'aller au musée Tu seras surpris. d'aller au musée du Chaudron. L'ancien joueur que tu as filmé, que tu trouves le plus photogénique à l'écran. L'ancien joueur Pour Saint-Étienne, pardon. L'ancien joueur. Ouais. Enfin, le témoignage. Ah. Parmi les joueurs, lequel est le plus photogénique? Alors, qu'est-ce que tu appelles photogénique? Tu parles juste en termes d'image ou en termes d'émotion? Ah bah, tu peux répondre pour chacune des catégories. Alors, en termes d'émotion, c'est Jean-Michel Larquet. Il m'a. Ouais, tu fais référence à la scène où il s'effondre en larmes. Ouais. Alors ça, j'ai jamais vu ça. Ok. J'ai vraiment jamais vu ça. Donc lui, il m'a percuté. Et puis c'est le capitaine. En fait, c'est marrant parce que ça fait écho aux larmes dont on parlait au début de l'épisode. Tu vois, les larmes en 75, C'est ça. Il repleure 51 ans après. C'est incroyable. Je vais te faire une confidence. Le film commence là-dessus. D'accord. Le film commence là-dessus. C'est tellement emblématique. Et puis après, pour la photogénie stricto sensu, je sais pas, il y a des belles gueules, quoi. Hervé Revelli, il a une belle gueule, quoi. Tu vois, aujourd'hui, il porte bien, quoi. Ouais. Si tu pouvais remonter le temps et assister à un seul match de l'époque, tu choisirais lequel? Kiev. La remontada de Kiev. Ouais, pas la finale. Ouais. Ouais. T'avais pas pu y aller à l'époque? Non. Ouais. Non. Je crois que j'ai mes frères, je crois un ou deux de mes frères a dû y aller, parce que ma mère était dingue des Verts. Mon père était pas trop foot, D'accord. et ma mère était dingue des Verts. Et tu vois, c'est un petit homme, elle est plus de ce monde aujourd'hui, payer son âme, mais je pense beaucoup à elle quand je fais ce film. Parce qu'elle était folle de ça. C'est aussi un hommage à elle en filigrane. Ouais, ça c'est vraiment une spéciale dédicace que j'ai qui est gravée là, tu vois. Mais puisqu'on en parle là, tu vois, je pensais pas que ça viendrait, mais c'est un hommage pour ma maman, quoi, parce que ma maman, elle adorait les Verts. Et à chaque fois que j'entends la chanson de Monty, en fait, c'est à ma mère que je pense, tu vois. D'accord. Et quand t'as 10 ans, ma mère adorait les Verts. Ah bah, c'est le plus bel hommage que tu pouvais faire alors. Ouais. Si tu devais garder une seule image, vraiment image, de l'époque, ça serait laquelle? Un instant. Une image vidéo, une photo, comme une tu veux. image figée. Comme tu veux. Quelque chose qui devient et qui reste dans la rétine, tu vois. Bah, tu sais ce que je vais te dire, ça va peut-être t'étonner, mais en fait, je vais retenir ma maman Ok. et son écharpe des Verts Ok. après le match d'Eindhoven. Après la demi. Ok. Après la demi, à la maison, elle avait ça, et je crois que c'est ça que je retiens, tu vois. C'est comme un geste, tu sais, presque au ralenti, j'essaie de décrire ce que je vois, et puis tout d'un coup, une image qui se fige, et ma mère avec son sourire et l'écharpe, elle est les Verts. C'est ça que je retiens. Devant l'écran de télévision, un petit poste, c'est ça? Mais bien sûr, on avait ça, ouais, bien sûr. Et là où on était, on n'avait pas la télévision. Ok. Nous, on n'avait pas la télévision. Donc vous aviez dû vous déplacer pour voir le match? Donc c'est ça. Et après, c'est le récit qu'on en avait Ouais. de mes frères et Ok. des gens sur place, tu vois. Tu penses qu'un documentaire sur le PSG de 2025 aura une telle profondeur dramatique dans 50 ans? 2026, tu veux dire? 2025, parce qu'ils ont gagné la Ligue des Champions l'année Ah dernière. oui. C'est quoi ta question? Le sacre du PSG de 2025, Ouais. si on fait un documentaire dessus comme la première étoile de Paris dans 50 ans, est-ce que tu penses qu'il aura la même profondeur dramatique que Saint-Étienne? En faisant témoigner les anciens joueurs, en faisant... Tu vois? Honnêtement, je pense pas. Ok. Je pense pas parce que c'est pas la même histoire. Il n'y a pas le même lien avec même si le public et les supporters de Paris sont évidemment, c'est tous des passionnés, c'est extraordinaire. Mais l'épopée du PSG
n'a pas représenté l'épopée qu'ont fait les Verts en 76, c'est-à-dire ramener tout un pays derrière eux. Je pense pas. Alors après, j'ai entendu parler d'un projet comme ça qui a été initié, et il y a des images qui ont été tournées. Et il y a toujours un projet en cours actuellement pour essayer de poursuivre ce projet de documentaire. Sur le PSG? Ouais. Ok. Donc ça, il y a des images. Ça va se faire. Hein. Voilà, ça va se faire. Mais comment te dire? Je vais essayer de le dire simplement. Ce que je crains, c'est que si documentaire il soit encadré et lissé par le club. C'est-à-dire, je vois mal aujourd'hui un documentaire indépendant D'auteur. sur tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai une liberté totale pour raconter mon film. Aujourd'hui, si je devais faire ça avec le PSG, je pense pas que j'aurais la même liberté. Parce que tout aujourd'hui, quand on avait fait Les Yeux dans les Bleus à l'époque, c'était une liberté totale. On n'a pas eu de censure. Et puis après, tous ces films-là sur le foot à mon sens, sont devenus des films de fédé. Encadrés, lissés. Tu comprends? Ça, il y a plus l'authenticité. Donc, si le PSG a eu le courage ou l'audace de laisser filmer quelqu'un avec un vrai regard indépendant, oui, formidable. Là, ça peut être incroyable. Mais j'en doute. Le documentaire de foot que tu rêverais de faire après Saint-Etienne? Alors, je vais te répondre, c'est assez simple, je suis en train de le faire. Le film sur le... Alors, et en même temps, c'est pas un film sur le foot. Mais pour répondre à ta question, et j'y vais avec un peu d'ironie, c'est le film la série que je suis en train de faire sur Hatem Ben Arfa. D'accord, transition parfaite. Ouais. Ça en est. Parce que la dernière fois, tu avais annoncé chez nous, sur Radio Talk, qu'une série était en préparation et que tu avais suivi Ben Arfa depuis 25 ans. Incroyable. Et tu te souviens qu'à l'époque, je t'avais dit, tu m'avais posé la question, alors, et je t'ai dit, pour l'instant, ni lui ni moi, on sommes satisfaits. On sommes satisfaits. Et aujourd'hui, on est satisfaits. Oh. On est même plutôt, on est plutôt content de ce qu'on a. On a beaucoup travaillé. On a repris moult fois l'ouvrage. J'ai fait beaucoup de versions. Et aujourd'hui, on est d'accord tous les deux pour dire que on a une version. Et il n'est pas impossible. Que donc ça va être 8 épisodes de 40 minutes. D'accord. Donc en fait, on rencontre beaucoup de gens. On parle avec beaucoup de gens. Et il n'est pas impossible que le premier épisode de cette série sorte cette année. D'accord. Voilà. Incroyable. Voilà à peu près tout ce que je peux te dire. Mais tu sais où est-ce que ça sortira ou pas encore? J'ai une petite idée, mais je ne sais pas encore. Ouais. Non, en revanche, je te promets, Adi, de revenir t'en parler quand ça sortira. Si tu m'invites. Bien sûr, évidemment. Si tu m'invites. Ça serait incroyable. Ouais. Incroyable. En tout cas, je pense vraiment que ça va intéresser tellement de gens. Tu as de l'or entre les mains. Voilà. Oui, en tout cas, vous avez de l'or. Non, mais c'est très étonnant. Ouais. En fait, cette série, c'est un ovni. Ouais. Et je finirai par dire que ce qui a changé la donne, c'est que c'est tout à l'honneur d'Hatem. En fait, Hatem m'a dit, bon, maintenant, si on veut vraiment trouver la meilleure forme au service du meilleur fond, il m'a dit, aujourd'hui, j'ai envie de parler. D'accord. Ce qui n'était pas forcément le cas avant. Ah, donc il a témoigné lui-même. Okay. Donc aujourd'hui, il prend la parole. D'accord. Et c'est son discours, sa vérité. Et c'est extraordinairement touchant parce qu'il l'a jamais fait. Oui. Et donc voilà, c'est un doux mélange entre sa prise de parole et le fameux cinéma du réel dont je te parle depuis ces 2 dernières fois où on se voit, où en fait je l'ai suivi tout en séquence. Donc en fait, je pense que c'est un ovni. Enfin, je l'ai jamais vu avant, et c'est pour ça que c'est la réponse à ta question. Quel est le film de mes rêves sur le foot? C'est celui-là en fait. C'est ton ouvrage ultime sur le foot. Ouais. Oui, je pense. Après, ça va être difficile de faire autre chose. Je vois ce que tu veux dire. C'est l'œuvre d'une vie avec Hatem. C'est l'œuvre d'une vie. Incroyable. Bon, on peut finir là-dessus. C'était un plaisir Ali, de replonger là-dedans. Franchement. Écoute, merci à toi. Vraiment. J'ai vraiment adoré.
J'ai pas vu le temps passer avec toi, on sent pas le temps passer. Merci pour le maillot. N'oubliez pas qu'on fait gagner Le livre de ce Denis Chaumier. fameux ouvrage. Très beau. Vers 76 en commentaire. Cette vidéo, ce podcast va sortir en version collaborée sur notre chaîne et sur ta chaîne, ce qui va permettre Super, merci Ali. aux deux communautés de découvrir les Ouais, deux. de se Ouais, découvrir. c'est ça, c'est cool. Et puis, Et puis, si je peux passer un dernier message, bien sûr. en fait, il nous reste 2 jours pour boucler cette fameuse campagne Ulule, cette cagnotte. Ouais, tu peux t'adresser à. Voilà, comme disait le capitaine Larquet dans une vidéo qui a fait beaucoup de bruit, qui est devenue un peu virale, où il disait aidez-nous. Ben oui, c'est ça, aidez-nous. Et aidez-nous à aller au bout de nos rêves pour faire ce film. Cet argent va aider à financer les nombreuses archives d'un film qui fait 90 minutes. On n'a pas encore bouclé cette cagnotte. Si on la boucle pas, le film n'existe pas. Ça serait terrible. Donc voilà. Merci de votre soutien et merci Ali de m'avoir invité pour parler de tout ça parce que voilà, c'est de la passion quoi. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas de mettre un petit boost si ça vous a plu. Et puis on se retrouve bientôt pour une série d'épisodes spécial Coupe du Monde parce que cet été, Magnifique. on va tous vibrer et Je serai au rendez-vous. plein de surprises qui vous attendent. À la prochaine. Merci Ali.